que peut-on faire? Que peut-on faire? Et c'est vraiment un lieu qui, moi, me donne de l'énergie et de l'espoir et un regard positif. Je circule énormément, j'interviens partout en France, je bosse pour une ONG américaine, donc j'ai une vue sur l'international, et vraiment, je trouve que ce qui est juste, c'est la formule, on entend l'arbre qui tombe, on n'entend pas la forêt qui pousse. Et le nombre d'initiatives, à tous les niveaux, qui sont en train d'émerger, et on parlera tout à l'heure de Jai Jagat, etc., c'est juste, on est une société en travail, on est en train de bouger. On pourrait même se dire, à la limite, qu'on bouge vite. Aucun moment dans l'histoire, on a demandé à l'humanité, au cours d'une existence, dans l'échelle d'une vie, de changer volontairement du tout au tout. C'est un défi inédit. Bref, il y a d'énormes choses, il y a plein de choses qui se passent, et elles vont vers un horizon. En tout cas, moi, c'est l'horizon que je porte, qu'on appelle des simplicités joyeuses. Alors, simplicité, c'est une autre façon de dire sobriété, mais c'est pour dire d'abord, le chauffage se calme. Oui. Vous sentez un peu quand même comment c'est plus light. Les simplicités, c'est-à-dire oui, c'est un chemin de simplicité, c'est un chemin de frugalité. Pour nous, au nord, et bien sûr, le mot décroissance ou autre ne s'adresse pas aux gens qui sont dans la pénurie ou dans la rareté. C'est pour ceux qui surconsomment. Apprendre à vivre mieux avec moins. Des simplicités que je mets au pluriel, et j'insiste sur le S, parce que tout autant que nous sommes, nous aurons des chemins de simplicité différents. C'est pas pareil ce chemin de simplicité à Strasbourg, ou à Bruxelles, ou à Louvain-la-Neuve, ou à la campagne, ou à la ville, ou quand je pars d'un revenu de 5 000 € net par mois, ou quand je pars d'un revenu à 1 500 € net par mois, tout ça c'est différent. Mais il y a des chemins qui se lient. Et il faut oser penser la pluralité et reconnaître la pluralité, et surtout pas penser qu'il y a un seul chemin unique, sinon on commence à se regarder du doigt. Il y a des gens qui me disent, qui mangent encore de la viande. Des théologiens écologiques qui mangent encore de la viande. Alors, moi je viens d'Alsace, on mange de la viande. Moi j'étais élevé, c'est midi et soir, tous les jours. J'ai mis 8 ans, j'en mange maintenant un repas par semaine. Une décroissance de 96-97% de ma consommation, mais oui, j'en mange encore, et tel que je me vois aujourd'hui, je n'arrêterai pas de manger de la choucroute. Et c'est pas un cliché, ça fait partie de ma culture, et j'aime ça, mais je le garde pour la fête. Voilà, donc, et ça c'est mon chemin. Peut-être que le chemin d'un autre, ça me mène à être végétarien ou vegan, et je l'accepte. Donc il y a cette question de la tolérance qui est clé, je trouve, et puis joyeuse. Pourquoi joyeuse? Parce que si pour partie, un chemin de simplicité, ça peut aussi être des renoncements. Mon tour du monde, je vous en ai parlé, j'ai pris 16 fois l'avion. Point de vue empreinte carbone, catastrophe. Ironie de l'histoire, j'ai pris conscience de la crise écologique en ayant la plus grosse empreinte carbone de ma vie. Aujourd'hui, je ne prends plus l'avion pour motif personnel. Ça fait 8 ans. La seule exception, c'est que mes parents ont fêté leur 30 ans anniversaire de mariage et mes 2 frères voulaient absolument faire un week-end à Istanbul avec eux. On a négocié, finalement j'ai dit ok. C'est la seule fois en 8 ans. C'est aussi pour ne pas être pharisien, pour ne pas être extrême. Mais au quotidien, ça me coûte. Moi, je pourrais me payer un aller-retour Bangkok. J'ai aimé l'Asie du Sud-Est, j'adore ça, la jungle, j'adore ça. Il faut que je me dise non, je ne le fais pas. Donc il y a quelque chose qui coûte, mais il y a aussi des lieux de joie. Alors moi j'ai acheté plein de bocaux pour acheter des trucs en Irak, et franchement, quand je les ai mis dans la cuisine, j'étais trop joyeuse quoi. C'est beau, c'est classe, je vais chercher ça avec les bocaux, en plus c'est joli esthétiquement, et puis il y a une joie quand on se sent en cohérence, quand on a conscience, ce qu'on croit, quelles sont nos convictions, et ce qu'on fait. Alors je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui ont vécu ce petit moment de ouais là c'est bien, là c'est juste, et ça me rend heureux. Et je peux trouver des joies dans d'autres choses, et notamment dans le fait de faire des choses en communauté. Moi, je suis là, je suis content. Enfin, je parle d'un truc qui est sérieux, mais tout ce que je vis à travers mon engagement, c'est, voilà, on a des chemins de simplicité joyeuse. Ça se joue à 3 niveaux d'action. L'engagement individuel, bien sûr. L'engagement, il faut que je passe un peu. L'engagement collectif, et je vous parlerai un tout petit peu de ce label qui s'appelle l'Église verte. L'engagement au niveau politique. Vous avez déjà vu cette photo. Et juste un petit point pour dire qu'il y a une nécessité de l'action à tous les niveaux. Pour moi, c'est important parce qu'il y a des gens qui vont dire non, mais Martin, c'est d'abord l'individu qui va changer pour changer le monde.
Puis il y a ceux qui disent non, non, mais l'individu et le politique, c'est les multinationales, c'est les grosses industries, c'est les entreprises. Puis il y a les gens qui me disent non, mais c'est l'État qui doit montrer la voie, c'est lui qui doit commencer, qui doit légiférer, inciter, contraindre. Voilà. Et il y a des gens, franchement, dans le dialogue écologique, il y a les partisans de ci et de ça, et puis on va dire mais qu'est-ce qui se passe avec les gens, il faut laisser avec l'État. Bon. Pour moi, et d'un point de vue analytique, et du point de vue de l'urgence dans laquelle on est, il est faux d'opposer les niveaux les uns aux autres, on a besoin des trois niveaux, et on a besoin des trois niveaux de manière coordonnée et cohérente, en dialogue et en marche ensemble. Alors là, je vais faire une grosse erreur, je vais dire en marche, ensemble. Ça dépend que je dis non. Il ne faut pas laisser les formules à certains politiques. Alors pourquoi l'image du râteau? On a besoin du râteau, parce que si l'automne, les feuilles tombent dans votre jardin et vous devez ramasser avec un râteau à une temps, je vous souhaite bien du courage. Et on avait un grand jardin de presbytère quand j'étais enfant, là, je sais de quoi je vous parle. 2 ans, ça va déjà un peu mieux, 3 ans, ça commence à être confortable. Quand vous avez le râteau en entier, vous devenez efficace. Et c'est ce dont on a besoin. Alors les actions individuelles, pour moi, ça commence, et c'est là peut-être aussi une réponse un peu différente que ce que vous pourriez entendre ailleurs, et c'est de la spiritualité. Ça commence pas par réduire ma viande ou chez même, se reconnecter à la nature. On est totalement, on est des sociétés très largement déconnectées. On passe peu de temps avec les arbres ou couchés dans l'herbe. On passe peu de temps avec des animaux. Je ne sais pas quand la dernière fois, j'en ai parlé cet après-midi à l'école, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez la main sur le museau d'une vache? Quand c'est la dernière fois que vous avez caressé un cheval, que peut-être vous avez vu un animal sauvage, que vous l'avez approché, que vous l'avez admiré, enfin, on est hyper urbain, ça ne va pas aller en s'arrangeant. 2050, 80% de l'humanité est dans des villes, et ce n'est pas des villes vertes, c'est des villes où on remarque plus la pousse du building que celle du boulot. Donc on a un vrai enjeu, on est déconnecté. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que pour moi, avec la nature, c'est comme les amis ou l'amour. Quand il n'y a pas de temps dédié, quand il n'y a pas de relation, quand il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de volonté de soin. Quand il n'y a pas de volonté de soin, au fond, ça nous est indifférent si c'est détruit ou si ça disparaît. Et la nature, on a besoin d'abord d'être à nouveau en lien avec elle. Et quand vous sentez dans vos tripes, moi, ma passion pour les requins, quand vous apprenez qu'il y a une espèce qui disparaît, vous avez envie de pleurer. Si vous ne les voyez jamais, si vous... ça passe comme une lettre à la poste. 3 choses très pratiques. 1, je pars en vacances près de chez moi. Dans l'empreinte carbone d'un individu, le fait éventuel, et je sais que je m'adresse à une audience diverse, donc peut-être ce n'est pas votre cas, mais si vous deviez prendre l'avion quand vous allez en vacances, pour le point de vue personnel, il y a peu d'actions aussi efficaces en termes d'émissions de carbone que de décider de prendre un TGV pour aller plus proche de chez soi, plutôt que de prendre l'avion. Il y a réduire sa consommation de viande, et ça vous pouvez faire cash quand vous rentrez chez vous. Commencez à réduire, et vous bien notez, j'ai pas dit être végétarien ou vegan, ce qui est tout à fait possible, ça se défend, ça peut faire partie d'un chemin, et si tout le monde commençait par réduire sa consommation, en particulier de viande rouge, de bœuf, sachez que l'industrie de la viande, c'est plus de gaz à effet de serre que tous les transports du monde réunis. Ça ne se voit pas grand-chose à 0,5 points. Chiffre de l'ONU, la viande, 14,5% des émissions, tous les avions, tous les bateaux, toutes les voitures, tous les 2 roues, tous les trucs de croisière du monde, c'est 14%. Et mon directeur de thèse disait, Martin, on vote 1 fois par an, on mange 3 fois par jour. Et on va être pouvoir dans nos assiettes, objectivement. Et puis, j'ai fait la conférence en Corse, ils m'ont dit, Monsieur Kopp, vous êtes provocateur, hein. Vous venez là, vous me montrez un hamac. Je suis moins actif. Parce que pour moi, une des meilleures choses à faire pour vivre une transition écologique, c'est de ne pas faire. C'est redécouvrir la sagesse, là aussi, on a ça dans notre tradition. C'est le Shabbat, le sabbat. En hébreu, ça veut dire 2 choses, ça veut dire s'arrêter, cesser et se reposer. Alors ce qu'il y a là-dedans, c'est l'idée de dire notre société, notre économie de croissance productiviste, consumériste, c'est aussi une société travailliste, où le faire est ce qui a de la valeur,
Limite, quand je fais, j'existe. La théologie, elle dit l'aboutissement de la création, les 6 jours, c'est le 7e. C'est le jour de la fête et du repos et de l'autre. Et quand même, si on a hérité dans nos semaines de 7 jours, d'un dimanche où on n'a rien besoin de faire, bien que ce soit renié de petit à petit, ça vient aussi de là. Ne pas faire. Et ceux qui ouvrent de l'espace, et surtout en fait du temps, ceux qui ouvrent du temps pour avoir des croissances autres. On parlait du spécisme ou pas. Pour moi, c'est quoi la différence entre moi et l'animal? L'animal, il a aussi besoin de manger, de boire, il a besoin de maintenir sa température corporelle. Moi, du coup, ça veut dire mettre des vêtements, avoir un toit, etc. Ça ne me distingue pas de l'animal. Ce qui me distingue de l'animal, j'ai une vie culturelle, démocratique, politique, spirituelle, artistique, sportive, etc., etc. Tout ce qui fait de moi un être humain substantiellement dans nos vies. Si vous regardez votre journée votre temps éveillé, c'est ce qui est la portion qu'on veut, pas du tout ce qui est la plus grande portion. Donc faire décroître la place du travail, non seulement ça fait décroître votre empreinte écologique, mais aussi ça ouvre un temps pour des croissances autres. Invitation, réflexion, allez-vous changer quelque chose dans votre vie? L'action collective, un tout petit mot d'Église verte, même si je vais aller plus vite que ce que j'arrive à la fin de mon temps. L'Église verte, c'est le label écologique œcuménique, tous les chrétiens en France, avec pour base un éco-diagnostic, 90 questions dans 5 grands domaines, la vie spirituelle, les bâtiments, les terrains et les pratiques concrètes de la communauté. Donc c'est un QCM très détaillé, très précis, qui, lorsque vous l'avez rempli, en fonction des réponses, vous donne des niveaux de labellisation. C'est pas que vous soyez Église verte ou que vous ne soyez pas Église verte, vous l'êtes à différents niveaux, et on a pris les images des plantes. Alors le simple fait de vouloir se lancer dans la démarche, vous devenez ce qu'on appelle grain de s'élever, grain de moutarde. Bibliquement, c'est le potentiel, puisque c'est la plus petite des plantes, pardon, la plus petite des graines qui donne la plus grande des plantes potagères. C'est comme au ski, le premier flocon, hein, tenez dessus, c'est bon. Et ensuite, il y a des niveaux 1, 2, 3, 4, le lys des champs, le cèdre de vigne, le figuier, et le dernier, c'est le plus grand, le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, là c'est quand vous avez un éco-diagnostic top du top, dans les 5 domaines, toutes les jauges qui dépassent 75% de réponses positives. Et c'est magnifique ce qui se passe dans le pays, puisque ça a été lancé en 2017, 2 ans après, on est à plus de 400 communautés déjà engagées et labellisées. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, on n'arrive pas à suivre, ça va beaucoup trop vite pour nous. Mais cette carte, elle est superbe, et elle est déjà dépassée. En fait, on est à 425, on m'a dit ce matin. Donc voilà, c'est une très belle dynamique. C'est un label francophone, donc c'est un outil qui est présent, possible. Allez-vous éventuellement rejoindre le mouvement? Et enfin, l'action politique qui se décline à 3 niveaux, le vote, le compte. Loin de moi l'idée de mettre en avant, mais est-ce que vous prenez ça en compte dans votre réflexion? Et candidature compte, et je trouve qu'on ne dit pas assez. C'est-à-dire, on a aussi besoin de gens qui portent ça dans la vie démocratique, qui vont en politique pour les bonnes raisons. Et puis l'adresse aux décideurs compte. En France, on va avoir les élections municipales, il y a plein de pasteurs localement qui vont rencontrer les candidats. On a des églises qui rencontrent dans les grandes villes les candidats. Ben, ça fait partie des questions qu'on leur pose. Allez-vous vous engager dans la vie politique? Voilà pour la partie sur l'action. Je vais aller un tout petit peu vite. On peut peut-être prendre, il est 22 h, on peut peut-être prendre quelques minutes si vous êtes d'accord pour avoir encore un petit échange conclusif, en sachant que vous pouvez vous sentir libre de vous lever et de nous quitter, il n'y a pas de problème. Voilà, nous vivons de la grâce. Donc, ceux qui ont envie, vous pouvez rester en dialogue un petit peu encore, pour les autres, comme vous voulez. Je suis curieuse sur le label Église verte. C'est un travail qui a été fait au niveau œcuménique, parce que moi j'en ai entendu parler par le théologien Fabien Revol. Voilà. Oui, on se connaît bien avec Fabien, c'est intéressant. C'est le seul que je connaisse qui ait une chaire de théologie écologique dans une université, c'est l'Université catholique de Lyon.
Et oui, ça a été lancé, c'est ça qui est original, après la COP21, où on a fait plein de plaidoyers. On a dit, bah, les églises en France, on a quand même l'obligation de mettre nos actes en cohérence avec nos paroles. Et on était, je crois que si je me souviens bien, on était 7 groupes différents chrétiens à réfléchir à un label en France. Et donc on s'est dit, mais faisons pas 7 labels, est-ce qu'on n'est pas capable d'en faire un pour tout le monde? Et on a créé un groupe œcuménique qui a travaillé là-dessus, qui a lancé ça en œcuménique, et on est tombé, alors c'est super intéressant, parce qu'il se vit localement de l'œcuménisme comme ça. Il y a 15 jours, j'étais dans le sud de Paris, à Issy-les-Moulineaux, dont le curé m'a dit, Martin, les protestants, on ne les voyait jamais. Enfin, on ne se voyait jamais. Aujourd'hui, on a décidé de faire Église verte ensemble. Donc les deux communautés, bon, elles ont chacun leurs enjeux, mais ils le font ensemble, ils se voient 12 fois par an. Donc c'est un lieu magnifique de collaboration œcuménique. C'est aussi un lieu un peu de défi, parce que, par exemple, pour nous, comment on utilise le mot Église? L'Église catholique, officiellement, elle ne reconnaît pas les protestants comme des églises. On est des communautés de croyants. Alors, est-ce qu'on appelle ça Église verte? Est-ce qu'on appelle ça... Est-ce qu'on dit paroisse, Église locale? Alors, finalement, on a dit on utilise des communautés. Et on a des discussions. Enfin, c'est faire de l'œcuménisme. Hein, on est dans le vrai, on est dans le... si vous allez sur le site, c'est égliseverte.org, il y a un petit paragraphe qui dit, dernière ligne, pour une conversion écologique de l'Église. Aucun problème pour les catholiques, conversion écologique, c'est dans Laudato Si. C'est les mots du pape lui-même. Moi, j'ai des protestants qui sont montés au créneau parce qu'ils pensent que la seule conversion qui existe, c'est la conversion au Dieu de Jésus-Christ. Conversion écologique, ce qu'ils voient, c'est un culte de Gaïa, la terre-mère, c'est une idolâtrie. Non mais sans déconner, on a des gens qui ont dit, on ne prend pas dans l'Église verte, courant évangélique intraprotestantisme. Donc on a juste, quel mot on utilise, c'est passionnant. Mais on vit ça ensemble, et ma foi, il y en a qui se rejoindront plus tard peut-être, mais voilà, et c'est, l'œcuménisme, il est globalement en panne, hein, moi je dirais, il y a des lieux où on est vraiment arrêté. Avec l'écologie, on a un lieu superbe pour bosser ensemble, et pas seulement en christianisme, c'est facile parce qu'on a au moins le même référentiel théologique, mais la question se pose, en interreligieux, c'est un lieu magnifique aussi, avec les musulmans, des bouddhistes, des hindous, etc. C'est encore peut-être plus un défi. Merci pour votre exposé. Moi j'ai une question qui fait le lien aussi avec la première partie, quand vous avez parlé de l'empreinte écologique. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont changé leurs habitudes tellement qu'ils arrivent dans nos pays à avoir une empreinte écologique qui se rapproche de une planète, donc de ce qu'il faudrait qu'on puisse tous faire? Et est-ce qu'on peut avoir une vie normale, avec beaucoup de guillemets, quand on est en empreinte écologique d'une planète dans nos pays? Est-ce qu'on peut encore avoir une maison? Est-ce qu'on peut encore travailler? Ou est-ce que ça implique un changement très très radical de fonctionnement? Non, vous ne pouvez pas avoir une vie normale et être à une planète. Il y a une étude qui est sortie l'an dernier qui dit, alors je suis désolé, hein, je ne connais pas les chiffres pour la Belgique, mais en France, les choix individuels que vous pouvez faire en restant, on va dire, sans faire sécession de la société, vous pouvez baisser de 25% votre empreinte écologique, en moyenne. Moi, j'ai fait l'empreinte écologique, vous pouvez aller en ligne, il y a un calculateur en ligne, en anglais, malheureusement, mais ils sont en train de développer une version française, j'espère qu'elle sort bientôt, francophone, pardon. Moi, qui suis en route, qui fait des efforts sur plein de trucs, etc., j'étais encore à 2,4 planètes. Je me suis un peu dit, donc c'est parce qu'il y a plein d'éléments systémiques, quand même, aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles je disais, d'un point de vue analytique, il n'est pas juste de dire c'est que l'individu, ou c'est que le collectif, c'est tout ensemble. Typiquement, bon, moi j'ai de la chance parce qu'à Strasbourg, c'est la ville la plus cyclable de France. On a le plus grand nombre de kilométrages de pistes cyclables, c'est super bike friendly, comme on dit tout ça. Moi j'ai un vélo, j'ai pas de voiture. Donc ça joue un grand rôle dans 2,4 planètes plutôt que plus, parce que j'ai une ville qui est bien pour le vélo. Il y a des villes en France, faut pas avoir peur de se faire renverser. Hein. Même Paris qui a fait des progrès, ça reste dangereux, et donc on préfère éventuellement prendre la voiture. Je pense qu'il y en a, cela étant dit, qui sont proches d'une planète,
Mais effectivement, là, on est dans des systèmes, par exemple, de communautés locales, où on va vivre vraiment de manière très très localisée, avec 100% de la récup, avec 100% VG, avec etc. etc. C'est des lieux qui sont importants pour moi, parce que c'est des lieux de créativité qui montrent qu'on peut vivre autrement et qui peut-être créent le modèle qui aura post-effondrement, si effondrement il y a, et qui n'est pas du tout généralisable. On ne peut pas demander à la majorité des gens de quitter les villes et d'aller faire leur propre... Tout le monde ne peut pas avoir... juste vous regardez le PLU, plan local d'urbanisme, tout le monde ne peut pas avoir une maison avec son verger, son potager, tout ça. Entre-temps, on est beaucoup plus nombreux que sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a besoin d'une transition systémique à tous les niveaux. Pardon. Cela étant dit, on peut faire beaucoup de chemin, soit tout seul. Un aller-retour New York, c'est 1,6 tonnes de carbone. En moyenne, l'empreinte écologique carbone d'un Français, c'est 10 tonnes par an. Donc vous voyez, si vous faites le rapport, c'est quasiment 1/5 que vous pouvez jouer juste en faisant pas un vol transatlantique. Si d'aventure dans votre mode de vie, vous faites ça de temps en temps. Je t'avais dit que les Belges se couchent tôt. Alors dans ce cas-là, avant de passer le micro pour terminer, j'ai un petit mot de la fin. Déjà en image, parce que vous avez compris pour moi les images sont parlantes, vous voyez cette éolienne qui est posée sur ses fondements, et peut-être que c'est ce qu'on a pu vivre ensemble ce soir, c'est poser un peu des fondements, penser le pourquoi d'un fer face aux défis écologiques. Et en même temps, c'est une éolienne où on est encore en train de mettre les pales, quoi. On est encore en train de les accrocher. Et je trouve que, d'un point de vue imagé, c'est vraiment là où on en est, individuellement et collectivement dans notre société. Le fondement, on peut rappeler les chiffres et tout ça, et c'est toujours important, mais l'enjeu qui est face à nous, et en particulier en sortant de la conférence de ce soir, c'est de mettre les balles et commencer à faire tourner. Et pour cette dynamique-là, il faut avoir une espérance. Et c'est ça qui me porte, et j'aimerais vous partager, dans un geste œcuménique final, un extrait de Laudato Si, donc ce texte du pape François sur l'écologie, qui dit au paragraphe 205, « Tout n'est pas perdu. Parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté. Pas de système qui annule complètement la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains. » Et j'espère que vous pouvez partir avec ce souffle-là. Merci beaucoup pour votre attention.